Parfait. Donc, attendez, je vais juste. Voilà. Donc, d'abord, vous dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt en lien avec cette activité, que je n'ai pas eu au cours des 2 dernières années des affiliations, des intérêts financiers ou de tout ordre avec une société à but lucratif. En travaillant pour l'Institut universitaire sur les dépendances, j'ai un mandat de formation et de transfert de connaissances. Donc, toutes mes interventions ou participations sont non rémunérées. Puis les recherches auxquelles je collabore sont subventionnées par le MSSS ou par le Fonds de recherche de société et culture. Donc, je voulais aussi remercier mes collègues de l'équipe de recherche Virtua pour la collaboration là, aux idées qui sont entre autres développées dans la présentation aujourd'hui. À mes collègues aussi en CRD pour la réflexion qu'on fait ensemble et à mes collègues de l'IUD aussi. Donc, c'est quoi les objectifs de la capsule aujourd'hui? Moi, je pourrais vous parler de cyberdépendance pendant 7 heures, hein. Donc, c'est quand même un défi de choisir juste un angle pour une présentation de 20 minutes. Donc, j'ai choisi de vous parler des troubles concomitants les plus communément associés à l'utilisation problématique d'Internet. Et on va voir un enjeu clinique qui touche les personnes en suivi qui ont ce profil-là, notamment là, l'aspect qui peut être ambivalent. Et on va regarder justement des stratégies pour les réengager sur la voie du changement. Donc, je ne vous apprends rien, hein, comme quoi que c'est souvent mêlé, la dépendance et le trouble de santé mentale. Donc, c'est la même chose ici dans le cas de l'utilisation problématique d'Internet par après, et c'est amplifié. Par rapport aux troubles de santé mentale, corps, ils vont vers c'est ça, l'évitement au lieu d'aller vers la résolution de problèmes. Et ils ont des vulnérabilités communes, hein, des facteurs de risque communs, autant au niveau de l'utilisation problématique d'Internet que du trouble de santé mentale, donc de l'adversité dans l'enfance, des troubles d'attachement, troubles de stress post-traumatique, de l'impulsivité, de la détresse. Donc, c'est un peu ça là, le terreau qu'on voit souvent quand il y a des troubles concomitants. Dans la littérature, ce qui est répertorié surtout comme trouble conco, c'est la dépression, l'anxiété, soit sociale ou généralisée, et le TDAH. Et les hypothèses à ce niveau-là, ben, dans le cas du TDAH, c'est que souvent une faible tolérance à l'ennui, une aversion pour le délai de gratification, moins d'autocontrôle, plus d'impulsivité. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que quand la personne est médicamentée, souvent ça aide au niveau de l'utilisation problématique d'Internet. Au niveau de la dépression, ce qu'on observe, c'est que des fois, l'utilisation d'Internet, c'est une façon d'aller chercher du soutien ou de vivre un sentiment d'accomplissement, un sentiment de contrôle. Puis, il y a aussi une vulnérabilité en raison du dysfonctionnement là, de la sérotonine. Et l'anxiété sociale, c'est souvent ce qu'on voit, c'est que d'aller sur les écrans, c'est une façon, ou vers les jeux, vers les réseaux sociaux, c'est une façon de combler les besoins sociaux sans interaction directe, ce qui peut être plus menaçant. Quand j'ai de l'anxiété sociale, par exemple, puis que je pense à qu'est-ce que le monde va penser, ou alors ça se manifeste comme ça. Je vais vous parler de 2 études qui ont été faites là, brièvement au Québec pour illustrer un peu les troubles concomitants. Donc, la première étude, elle a été faite auprès d'adultes dans 8 CRD. On a eu 57 participants. Et la deuxième étude a été faite dans 14 centres de traitement et centres de réadaptation en dépendance. Et ils ont rejoint 80 participants de 14 à 17 ans. Donc, ce qu'on voit, c'est autant les jeunes que les adultes, hein, il y en avait plusieurs qui avaient une dépendance ou une consommation problématique associée, que ce soit l'alcool, la drogue ou le jeu. Il y en avait beaucoup aussi, par contre, qui n'avaient aucune autre consommation, hein, que c'était uniquement l'utilisation des écrans. Il y avait aussi souvent des problèmes de sommeil. Et ce qu'on voit, c'est que c'est un cercle vicieux, hein. Donc, des fois, je ne m'endors pas, je vais sur les écrans, mais les écrans, ça me stimule, je m'endors encore moins. Et le manque de sommeil, bien, ça a un impact sur l'humeur, sur la régulation émotionnelle et sur l'autocontrôle.
Alors, ça, on le voit beaucoup en clinique. Il y en avait aussi plus de 50% là, qui avaient consulté dans les 12 derniers mois en clinique externe pour un trouble anxieux, trouble de l'humeur, trouble de la personnalité, phobie, TDAH. Chez les jeunes, il y avait même un 15% qui avait été hospitalisé dans la dernière année. Et il y en avait aussi beaucoup qui faisaient usage de médication pour ces troubles-là. Dans le cas du TDAH, c'était un 40% là, des gens qui étaient médicamentés pour un TDAH. Il y en avait beaucoup aussi qui souffraient d'un problème de santé chronique et invalidant, puis ça avait un lien avec leurs habitudes d'utilisation d'Internet et des idées suicidaires aussi, plus que dans la population générale. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est des gens qui sont souffrants. Donc, c'est sûr que les solutions qu'on va mettre en place, c'est pas juste couper le Wi-Fi, là. La question qu'on se pose, dans le fond, c'est est-ce que c'est un trouble transitoire ou un trouble persistant? Hein, donc, pour plusieurs, l'utilisation problématique, elle va être transitoire, dans le sens que ça peut être un peu une panne hein, au niveau développemental, le temps de prendre une pause, un recul, de développer certaines habiletés ou leur confiance. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y en a d'autres que ben, le train est en train de passer. Hein. C'est comme si eux, ils restent en gare. Donc, ils voient les autres jeunes de leur âge avoir première relation amoureuse, premier emploi, commencer à se développer. Et puis, eux, ils n'accomplissent pas ces tâches-là là, développementales vers l'autonomie et l'écart se creuse hein, tranquillement. Et ces enjeux-là peuvent même aller jusqu'à la désaffiliation sociale. Et ça vient avec un sentiment un peu d'être à part ou inadéquat. Donc, ça affecte beaucoup l'estime. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec l'utilisation des écrans, souvent, ben, c'est une stratégie qui fonctionne hein, à court terme. Donc, ça m'aide à gérer mes émotions, ça m'aide à ne pas être en contact. Donc, il y a des bienfaits à court terme, puis souvent, les méfaits sont à plus long terme. Et souvent aussi, ils ont connu plusieurs échecs. Donc, c'est une façon pour eux de rester un peu dans leur zone de confort, d'autant plus qu'ils ont une évaluation négative de leur capacité à changer, hein, puis un faible sentiment d'auto-efficacité personnelle. Donc, pourquoi j'essaierais de faire d'autres choses? Je suis sûre que ça ne marchera pas. Et ça vient avec une motivation là, associée aux activités hors ligne. Donc, le classique, là, la phrase, c'est ben, je ne suis pas bien, mais je ne suis pas mal. Fait qu'il y a comme une espèce de posture un peu apathique. Puis l'enjeu, le défi au niveau de l'intervenant, c'est qu'il peut avoir un risque de banaliser un peu cet usage-là des écrans, surtout que comparativement à la consommation, ça ne coûte pas cher, ou les méfaits ils tardent à se faire sentir. Je peux être tentée aussi de fermer l'épisode de service en disant, bon, il reviendra quand il sera plus motivé. Surtout quand dans mon caseload, j'ai des personnes en suivi qui sont dans l'agir, hein, qui font des surdoses, des intoxications aiguës, des tentatives de suicide, et que moi, je vis une posture d'impuissance hein, comme intervenant, surtout que la personne que ce profil-là, souvent, est peu en contact avec ses émotions, elle a peu de présence à soi. Nous, c'est ça qu'on voyait là, au niveau clinique quand on en parlait entre cliniciens. Donc, souvent, ce qu'ils vont dire, c'est euh, le seul moment où je m'arrête pour penser et être en contact avec ce que je vis, c'est l'heure pendant laquelle je suis dans ton bureau. Alors, sinon, tu sais, ils sont sur les écrans dès le matin, dès le réveil, puis ils se couchent là-dessus. Donc, je suis vraiment là, je pense pas à rien durant toute la journée. Dans les, dans les projets que je fais, j'aime toujours impliquer les personnes avec un savoir expérientiel. Donc, dans ce cas-ci, j'ai communiqué avec Yannick, qui avait ce profil-là de troubles concomitants avec qui j'avais travaillé. Et il a accepté de participer. Il a validé l'information, il a validé la capsule, les éléments que je vous ai montrés avant. Il disait, aïe, aïe, c'est moi ça, je me reconnais vraiment dans ce profil-là. Euh, alors, puis accepter que je vous parle un peu de sa situation pour illustrer comment ça peut se vivre là, concrètement. Donc, Yannick, actuellement, il n'y a aucun suivi pour son TOC ou sa dépression et il ne prend pas de médication. Ce qu'il dit, c'est que ça affecte mon esprit, ça me rend somnolent, j'aime pas ça. Il ressent une apathie au quotidien. Le suivi en CRD s'est terminé il y a 3 ans. Ce qu'il nomme, c'est qu'il y a eu peu de changements là, en lien avec l'utilisation des écrans depuis.
C'est quoi qu'il fait? Bien, il joue à des jeux vidéo, il regarde des séries télé, il fait de la lecture, puis ce qu'il nomme, c'est que c'est une façon pour lui de se divertir et de combattre la dépression. Puis il voit des petites améliorations comparativement à avant qu'il y ait eu un suivi en CRD. Il entretient mieux son appartement, il se fait à manger à tous les jours, mais ce qu'il voit, c'est que sa santé se détériore en raison de l'inactivité, il a pris du poids, il a une douleur au dos. Puis ce qu'il me nomme, c'est une pente descendante, mais une faible pente. Il ne parle pas à sa famille ou à son ami de ses difficultés parce que c'est déprimant. Hein. Il dit c'est toujours la même histoire, ça ne change pas. Il a l'impression de tourner en rond, mais en même temps, il y a un certain confort dans la situation. C'est ça qu'il nomme. Son souhait, ce serait d'entreprendre du bénévolat ou une activité communautaire pour briser l'isolement, mais ce qu'il nomme, c'est je manque d'autonomie. J'ai besoin d'accompagnement, puis j'ai un peu honte. Alors, c'est ça qui m'a dit suite à ça. Donc, avec ce profil-là, des pistes, des idées sur comment se réengager sur la voie du changement, bien, la première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est on peut envisager des stratégies compensatoires dans un premier temps en attendant des stratégies de substitution. Donc, exemple, c'est sûr que on aimerait ça, par exemple, avec certains clients qui les initier à la pratique de la méditation, de la pleine conscience pour les aider avec la régulation émotionnelle, ne sont pas rendus là. Il faut y aller par étapes. Puis parfois, une façon de faire ça, par exemple, c'est quelqu'un qui joue à des jeux vidéo. Bien, déjà, il va dire, bien, je suis prête à passer un peu moins de temps à jouer. Je vais peut-être regarder des gens qui jouent à des jeux sur Twitch à la place. Mais tranquillement, il est en train de diminuer son engagement dans les jeux. Puis ce qu'il nomme, c'est ben, je me tanne plus vite de ça, puis j'ai le goût de faire autre chose. Ou encore, ça peut amener à développer une nouvelle passion. Donc, par exemple, quelqu'un qui regarde des vidéos de pose d'ongles, ça lui redonne le goût de prendre soin d'elle, de prendre soin de l'apparence physique. Euh, c'est sûr qu'idéalement, on aimerait que ça soit plus des activités pour briser l'isolement ou sortir de chez soi, mais c'est un premier pas. Hein. Déjà, une façon de se réengager un petit peu dans l'action, se réengager face à soi. C'est sûr, avec ce profil-là aussi, c'est important, les interventions motivationnelles, donc de faire un retour sur les raisons de consultation, sur les bienfaits envisagés en lien avec la modification des habitudes d'utilisation des écrans, valider, hein, on en a parlé plus tôt, que le changement, ça peut engendrer de l'inconfort, puis souligner le moindre petit changement que la personne fait qui la rapproche de ce qui est important pour elle. On regarde aussi, on a regardé ce qui s'est fait au niveau des travaux pour la dépression parce qu'en utilisation problématique d'Internet, il y en a plusieurs qui parlaient là, du syndrome amotivationnel ou de l'apathie, puis on s'est rendu compte que l'activation comportementale, ça pouvait être aidant avec eux. Donc, ce qu'on souhaite, c'est les réengager dans des activités qui procurent un sentiment de plaisir ou qui favorisent le rétablissement. Une façon de faire ça, ça peut être de comparer des activités qui se font en ligne et hors ligne, puis de faire une grille d'auto-observation du plaisir ressenti de 0 à 10 et des émotions. Donc, peut-être qu'il va se rendre compte que certaines des activités en ligne, bien, il les fait par habitude, puis ça ne procure pas tant de plaisir que ça. Puis que des activités hors ligne, peut-être que ça ne tente pas initialement de le faire, mais quand je le fais, mais finalement, j'ai eu du plaisir. Puis, donc, par exemple, je suis allée marcher, je pensais que ça serait plate, mais j'ai eu du plaisir à peut-être 6 sur 10. Puis, comment je peux augmenter ce plaisir-là? Bien, peut-être que la prochaine fois, en allant marcher, je vais écouter un balado en même temps. Donc, ça va peut-être encore plus me donner le goût d'aller marcher. Référer vers la réinsertion sociale, je pense à Yannick hein, qui me dit par moi-même, je ne le fais pas, je manque d'autonomie. Donc, ça peut être un bon support pour se réengager, d'aller chercher ce soutien-là vers la réinsertion sociale. Bon, je sais qu'il y a des gens de partout au Québec, mais à Montréal, on a Insertec et Cybercap. Hein, c'est deux organismes communautaires qui travaillent avec entre autres en animation 3D, en multimédia, en réparation, vente d'ordinateurs. Donc, pour quelqu'un qui a un intérêt en lien avec les écrans, c'est peut-être la première marche qui va être prête à monter en n'ayant pas peur de se planter, hein, parce que ce n'est pas un travail, c'est
si j'ai quelqu'un qui a peur de l'échec, là, c'est peut-être moins confrontant. C'est une façon d'apprivoiser un petit peu l'inconfort et de faire des choses nouvelles. Et c'est une façon aussi de soutenir l'estime de soi. Puis justement, tu sais, je trouve que c'est intéressant de partir aussi des expériences en ligne, hein, d'identifier les habiletés ou les qualités qu'il a développées en ligne, puis qui peuvent être mises en lumière et éventuellement transposées dans des situations hors ligne. Hein, c'est comme prendre ça comme un tremplin un peu parce que on veut réduire l'écart dans le fond, hein, parce que souvent, les intérêts qu'ils ont développés en ligne, ça permet de souligner certaines forces, hein, de dire, ben, dans mes jeux, j'ai quand même un bon esprit d'équipe ou on, on me dit que j'ai une bonne écoute. Ben, je suis la même personne en ligne. Qu'est-ce qui fait que hors ligne, je peux avoir certaines difficultés, puis de se baser sur ce succès-là que je vis en ligne pour pouvoir le transposer, ça peut être une façon de soutenir l'estime de soi et puis l'engager à faire ces changements-là. On peut aussi prendre le temps d'explorer les pensées qui maintiennent l'immobilisme, hein, de prendre conscience de certaines croyances quand elles sont verbalisées. Donc, par exemple, je trouve ma place nulle part, il y a juste en ligne où je me sens compris et accepté. Euh, donc, d'explorer ça avec la personne. Puis, bien sûr, là, accompagner la personne à identifier les besoins qui sont comblés par l'usage des écrans. Hein, comme on disait plus tôt, souvent, c'est une stratégie qui a fonctionné, hein, pendant plusieurs années. Puis, que ce soit comme une façon de gérer les émotions, une façon de, c'est une façon de se retirer peut-être par rapport à des situations sociales, des conflits, mais à moyen long terme, ça ne fonctionne plus. Alors, mais comme bon, souvent en dépendance, hein, on dit la dépendance, c'est le sommet de l'iceberg. Donc, pas oublier qu'il y a autre chose derrière ça qu'il va falloir aller adresser aussi en suivi. Puis, une dernière petite chose, oui, ça peut être pertinent avec cette clientèle-là d'utiliser les rencontres téléphoniques ou par Teams pour un temps prédéfini, si ça peut permettre d'éviter les absences ou les retards. Euh, puis, tu sais, moi, j'en parle avec la personne de dire, c'est sûr qu'idéalement, j'aimerais ça que tu viennes à mon bureau. Il y a quelque chose qui se passe quand je prends le métro. Tu sais, quand je marche, c'est un moment peut-être justement pour être un peu en contact avec soi-même, observer ce qui se passe autour de moi, ça va me sortir de mon quotidien. Mais si la personne, elle n'arrive pas à faire ça, peut-être qu'il y a de la phobie sociale, peut-être qu'il y a de l'anxiété, de dire oui, on va commencer par créer le lien par des rencontres téléphoniques, par des rencontres Teams, puis est-ce que tu permets qu'on réévalue cette modalité-là pour éventuellement aller vers un mode en présentiel? Fait que c'est vraiment à déterminer. Mais des fois, moi, j'entendais, oui, mais c'est pas négatif de proposer ça, il est derrière les écrans. Mais c'est toujours un peu l'idée de c'est quoi la première marche que je suis prête à prendre. Alors voilà, je sais que c'était condensé, c'est beaucoup d'informations. On m'avait donné le mandat de faire ça en 20 minutes, si ça gardait du temps pour les échanges. Alors, je vous ai mis les références et je suis disponible pour répondre à vos questions ou commentaires.